Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une brève présentation du philosophe. Jean-Jacques Rousseau est né à Genève le 28 juin 1712, période dénommée siècle des Lumières ou de l'Illustration. Pour beaucoup, moi aussi inclus, Rousseau est considéré comme le plus grand penseur de l'époque. Le paralogique est que, malgré que l'illustration s'est caractérisée par le culte de la raison, Rousseau se chargera de rendre digne le rôle des émotions et des sentiments. C'est pour cela que ses écrits, au-delà d'inspirer des rationalistes comme Kant, ont aussi inspiré le romanticisme. Rousseau est un philosophe, politologue, musicien, botaniste, pédagogue, précurseur des genres littéraires. Bref, l'héritage de Rousseau est immense et très important. Beaucoup de leaders de la Révolution française, comme Robespierre, avaient adopté la pensée de Rousseau comme standard. D'ailleurs, beaucoup de ses livres, inclus le plus important, Contrat social, ont été interdits par l'autorité civile et religieuse de France pour être des livres incommodes, pour être des livres polémiques à cette époque-là. Peut-être la meilleure façon de nous introduire dans la pensée de Rousseau, c'est de citer la phrase avec laquelle il commence le contrat social. Et cette phrase dit « L'homme est né libre, pourtant il est enchaîné ». Comment ce changement s'est-il produit? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut légitimer l'homme? Je pense que je peux résoudre cette question. L'homme est né libre, mais la société l'a enchaîné. Les chaînes de la loi qui émanent d'elle et les chaînes du pouvoir arbitraire que quelques hommes exercent sur la grande majorité. Pour Rousseau, la société civile de nos jours est illégitime, pour la simple raison qu'elle est injuste. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de société. Oh, il existe des lois, ou tout simplement, où ces lois sont orientées à célébrer les riches et les hommes de pouvoir, à protéger leurs privilèges. En fait, la société a justifié l'inégalité et l'injustice à tel point qu'elle croit qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut vivre sans ça. Alors, sous ce panorama, notre philosophe a pris l'initiative de conduire l'homme vers une véritable liberté. Et aussi à l'établissement d'un régime politique qui compte vraiment avec la volonté de tous ceux sur qui il a autorité. Pour atteindre cet objectif, il est important de remonter à l'origine de l'inégalité et l'injustice. Alors, qu'est-ce qui a organisé ou alors qu'est-ce qui a occasionné tout ça? Pourquoi les États? Pourquoi les États actuels sont ainsi? Comme beaucoup d'autres philosophes politiques, Rousseau aussi commencera son chemin en décrivant l'homme et l'état de nature. Mais c'est important de faire une petite parenthèse. Pour Rousseau, l'état de nature, plus qu'une réalité historique, est simplement une supposition qui est utilisée pour comprendre l'homme de nos jours.
et ses défauts. Ce n'est pas une entreprise méprisable que de distinguer les éléments originels de ce qu'il y a d'artificiel dans la nature actuelle de l'homme et de connaître à fond un état qui n'existait plus, qui n'a peut-être jamais existé, qui n'existera probablement jamais, mais qui pourtant, il faut posséder la notion adéquate pour pouvoir évaluer correctement notre présent. Alors, au début, l'homme était un animal comme les autres animaux. Il fouille autour de lui, recherche des aliments pour se nourrir, recherche sa propre conservation. Ce n'est pas un être hostile comme le décrit Hobbes, ou Hobbes, pour certains, pour les francophiles. Voilà. Nous n'allons tout de même pas déformer le nom anglo-saxon de Hobbes. Et après, chacun est libre de prononcer comme il veut. Alors, pour Rousseau, l'erreur de Hobbes, ou Hobbes, c'est de déposer sur l'homme naturel l'ambition, les désirs et la violence propres de l'homme qui vit en société. Cet homme naturel a seulement des besoins élémentaires, comme manger, dormir et se reproduire. Il ne pense pas au futur. Il se limite seulement à éviter la douleur. C'est un animal oisif et paresseux. Évidemment, c'est pourquoi Rousseau repousse l'idée d'homme travailleur et entrepreneur par nature que nous présente Locke. Enfin, l'homme naturel a deux caractéristiques. Deux caractéristiques fondamentales le définissent. D'abord, l'amour propre, c'est-à-dire l'amour pour lui-même. Ensuite, une certaine bonté, une compassion pour la souffrance des autres, surtout la souffrance des autres hommes. C'est cette bonté naturelle qui fait en sorte qu'il ne soit pas agressif envers les autres. Il ne cherche pas à faire du mal. Il ne cherche pas à faire du mal aux autres. Nous ne pouvons pas dire que l'homme naturel est vertueux parce qu'il n'a pas le besoin de l'être. On ne peut non plus dire qu'il y a la méchanceté en lui. En fait, pour Rousseau, dans l'état de nature, tous les hommes étaient libres et égaux. Nul n'avait le besoin d'esclaviser l'autre. Chacun pouvait facilement obtenir ce qu'il voulait. Il n'avait non plus trop de relations l'un avec l'autre. Il n'existait même pas la famille, ni de famille. Les relations entre l'homme et la femme sont informelles. La femme prend soin instinctivement de son enfant jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fort et pouvoir s'alimenter tout seul. Alors, errant dans les bois, sans industrie, sans langue, sans domicile, sans guerre et sans société, sans aucun besoin de ses semblables et sans le moindre désir de leur nuire. Même sans les reconnaître individuellement, l'homme sauvage soumis a peu de passion et se suffisant à lui-même ne possédait que les sentiments et la connaissance de cet état. Si par hasard il faisait quelque découverte, il ne pouvait la communiquer à personne, car il ne savait même pas qui étaient ses enfants. L'art n'appartenait qu'à son inventeur. Il n'y avait ni éducation, ni progrès. Les générations se multipliaient en vain et comme chacune d'elles partait du même point, les siècles passaient avec la docilité des premiers âges. L'espèce était devenue vieille.
mais l'homme continuait d'être un enfant. L'homme naturel est un animal oisif et paresseux qui se plaît de la mauvaise vie et se compare avec la souffrance des autres. Alors, comment est-ce qu'il avance vers la civilisation? Rousseau nous dit que ce sont les catastrophes naturelles qui ont obligé les êtres humains à avoir un contact plus étroit entre eux. C'est grâce à ce contact continu que commence à se développer le langage et le milieu familial. La famille et cette nouvelle coopération occasionnent entre les êtres humains de nouveaux besoins et certaines obligations. Malgré tout ça, l'homme conserve sa bonté naturelle et le milieu agréable et d'aide mutuelle prédomine. Au fur et à mesure que ce contact s'accroît, commencent à surgir les fonctions propres même de la coexistence journalière entre les humains. Au fur et à mesure que les idées et les sentiments se développent, les relations se développent et les liens se développent. Les hommes s'habituent à se retrouver devant les cabanes. Le chant et la danse constituent leur amusement. Chacun se mettait à regarder les autres et à vouloir être regardé. Et l'estime publique avait un prix. Celui qui chantait le mieux, dansait le mieux, ou le plus beau, ou alors le plus fort, ou le plus habile, ou le plus éloquent, était le plus considéré. Et ce fut le premier pas vers l'inégalité. Dans ses premières préférences, naquirent d'abord la vanité et le mépris, puis la honte et l'envie. Ces sentiments étaient fatals au bonheur et à l'innocence. C'est ici que commencent les luttes internes. Les luttes internes de l'homme entre sa bonté naturelle et son amour propre. Malheureusement, l'amour propre a pris le dessus sur la grande majorité, ce qui a donné suite au conflit. Et en plus, sans aucune loi, c'était l'hécatombe. Mais le plus intéressant, c'est que ce sont ces frictions qui ont donné naissance à la société civile. Comme pensaient Hobbes et Locke, ceci fut la fondation de la propriété privée. Le fondateur de la société civile est celui qui a dit pour la première fois « Cette terre m'appartient ». Le premier homme qui, encerclant un terrain, pensa dire « Ceci est à moi ». Il trouva des gens assez simples pour le croire. Fut le véritable fondateur de la société civile. Combien de crimes de guerre, de meurtres, combien de misères et d'horreurs auraient été évitées aux humains par celui qui aurait arraché la clôture et hurlé sur ses semblables en disant « N'écoute pas cet imposteur, tu es perdu si tu oublies que le fruit appartient à tout le monde et que la terre appartient à personne. » Nous voyons qu'avec la fondation de la propriété privée, on assiste à une transformation de fond dans la vie des êtres humains. Si l'homme naturel était paresseux et ne pensait pas au futur, parce que ce qu'il voulait, il obtenait facilement. Nous voyons aussi que l'homme qui possède une partie des terres ne peut pas se permettre le luxe, ou alors tout simplement ce luxe-là, car il doit travailler, la cultiver pour pouvoir survivre. En plus, il doit prendre soin de cette terre, se faire responsable d'elle pour ne pas la perdre.
La satisfaction dont jouissent les êtres humains au développement et en protégeant leurs possessions génère en eux le besoin d'en avoir plus. C'est ainsi que Rousseau arrive au point central de sa pensée. L'origine de l'inégalité se trouve dans l'invention de la propriété privée. Le monde qui était libre des murs et des clôtures commence à se diviser avec ces murs et clôtures. Les hommes commencent à normaliser l'idée de propriété. Mais tous n'ont pas les mêmes proportions des terres. Certains ont plus, d'autres moins. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que tous les êtres humains n'ont pas les mêmes qualités et capacités. Il y a certains plus forts qui pourront se faire un maximum de terres et d'autres non. Les choses auraient pu rester les mêmes si les aptitudes avaient été les mêmes, mais la proportion fut bientôt rompue, car les plus forts travaillaient davantage, les plus habiles tiraient le meilleur parti de ce qui leur appartenait, les plus ingénieux trouvaient le moyen d'abréger leur travail. De cette manière, l'inégalité et différence entre les hommes se déploient insensiblement. Alors, évidemment, cette inégalité fera ressortir que certains ont beaucoup et d'autres peu, ce qui va entraîner une sorte de guerre entre riches et pauvres. L'homme s'est perdu. L'homme s'est réellement perdu. Si avant, il vivait pour lui-même, et pour lui-même, sans désir de nuire, maintenant, il vit pour les autres. Non seulement parce qu'il dépend principalement de l'ingéniosité et de l'intelligence des autres, mais parce qu'il a appris à se comparer aux autres, à se comparer aux autres êtres humains. La vanité, c'est être plus que les autres, avoir plus que les autres, avoir plus de reconnaissance que les autres, être plus valorisé que les autres. On finit par être enchaîné et emprisonné par le désir, ou alors les désirs les plus profonds du cœur. Tout ceci pour dire, j'ai plus que toi, je suis meilleur que toi. C'est dans cet environnement tant polarisé que certains riches, voyant le danger que court leur propriété, ont réuni les hommes et ont dit, unissons-nous pour protéger les faibles contre l'oppression, contenir l'ambitieux et assurer à chacun la possession de ce qui lui appartient. Établissons des règlements de justice et de paix que tous soient obligés de respecter sans exception. Au lieu de combattre, concentrons toutes nos forces dans un pouvoir suprême qui gouverne avec des lois sages, qui protège et défend tous les membres de l'association. Rejette les ennemis communs et nous maintient dans une harmonie éternelle. C'est de cette manière que Rousseau aborde la naissance de la société civile. À travers d'un pacte, ou tout simplement à travers un pacte mensonger, fruit du mensonge dont la véritable finalité légitime, c'est la domination et les avantages que les riches ont sur les pauvres. La légalisation de l'inégalité et l'injustice se consolide avec la création d'un gouvernement qui opprime à travers la loi et la force publique. Alors maintenant, nous allons continuer. Nous voyons que, une fois déterminé le problème et son origine, l'objectif suivant de Rousseau
est de découvrir comment remettre à l'homme sa liberté. Si la société esclavise l'homme avec les chaînes de l'inégalité, de l'injustice, l'ambition et l'égoïsme, il est nécessaire une transformation de fond. La base de ce projet, c'est l'établissement d'un nouveau contrat social qui n'est pas fondé sur l'intérêt individuel, mais plutôt sur l'intérêt collectif. Si vous vous rappelez bien, Rousseau disait que la société entre les hommes est illégitime parce qu'elle est injuste. C'est injuste parce que celui qui gouverne et qui fait la loi ne sert pas à la volonté de tous, ni au bénéfice de tous, mais plutôt à la volonté des puissants. Ainsi, pour qu'il y ait légitimité, c'est nécessaire que le gouvernement et la loi soient produits de la volonté de tous comme collectif, c'est-à-dire la volonté générale. Maintenant, quand Rousseau dit volonté générale, il ne se réfère pas à la somme de toutes les volontés particulières, car nous avons tous des intérêts différents. Mais il parle plutôt du consensus des intérêts particuliers en faveur des plus grands et les plus nobles pour le bien de tous. En fait, chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Et dans notre condition d'associé, nous recevons chaque membre comme partie indivisible du tout. Alors, nous voyons que cet acte de mettre le pouvoir individuel de chacun dans la volonté générale est ce qui va trahir le corps politique ou État. La volonté générale est le point principal de la pensée politique de Rousseau. C'est à travers elle que le contrat social, fruit du pacte entre les hommes libres et égaux, aura de légitimité. Maintenant, que veut dire vivre sous la volonté générale? Avant tout, ce qui compte, c'est la collectivité et la revalorisation des êtres humains. Tous sont importants, tous comptent, tous ont une valeur. Il n'y a pas d'intérêt particulier pour tout puissant qu'on soit. Aucun intérêt particulier ne vaut ou alors n'est au-dessus du bien commun. Vivre en accord avec la volonté générale implique penser aux autres, reconnaître que mes actions ont une influence sur la vie des autres. Si je suis corrompu, si je jette les ordures par terre, si je trompe ma femme, je suis en désaccord avec le collectif. Dans ce sens, il ne s'agit pas de penser seulement à ce que je veux ou de quelle manière je peux tirer profit des autres, mais plutôt de traiter les autres comme des personnes qui ont la même valeur que moi. C'est pourquoi le contrat social de Rousseau, au-delà d'être un projet politique, est un projet moral. Ou alors, seulement à travers la vertu de ses concitoyens ou de ses citoyens, on peut atteindre la vertu de la société. Maintenant, ayant déjà établi le contrat social par la volonté générale, ce qui vient par la suite, c'est l'établissement de la loi. Seule la voix du peuple peut établir la loi. Et chaque application de la loi devrait être le produit de sa propre volonté. La volonté du peuple est l'unique loi. Maintenant,
c'est très important de faire la remarque, cette petite remarque, qu'une partie substantielle du contrat social, les citoyens, ont deux visages. Je précise, les citoyens ont deux visages. D'un côté, ils sont souverains. Ce sont eux qui font la loi. De l'autre côté, ils sont sujets. Donc, ont l'obligation de respecter la loi. Dans ce sens, Rousseau nous dit que la souveraineté est inaliénable. Personne ne peut renoncer au droit qu'il a d'exprimer sa volonté. En plus, la souveraineté est indivisible. La volonté générale ne peut pas être divisée, parce que si c'était ainsi, elle ne serait plus générale, mais plutôt particulière. Rousseau nous explique que c'est le peuple qui fait la loi. Mais est-ce que l'homme est capable de renoncer à son intérêt particulier pour l'intérêt général? Pouvons-nous nous libérer des mauvaises habitudes et faire des lois justes? L'homme peut renoncer à sa volonté individuelle, juste pour le fait d'accorder le bien pour une société meilleure pour tous. Alors, voyons comment répond notre philosophe. La volonté individuelle et l'intérêt personnel sont très chers aux êtres humains. Il faudrait du temps pour faire des citoyens avec un grand sens d'empathie et de solidarité, l'un vers l'autre. Malgré ces difficultés, nous aurons besoin des lois qui aident à régler les passions humaines. D'où, pour un début, on aura besoin des législateurs. Cet homme extraordinaire devrait avoir une grande qualité de ces règles qui régissent et conduisent les hommes et la société vers le bien commun. Et comme si ça ne suffisait pas, il doit persuader le peuple de les accepter et de faire la volonté générale. Seulement ainsi, l'homme pourrait s'affranchir de l'esclavage et de l'inégalité. En échange de ce travail, il n'aura que la gloire d'avoir bien fait son boulot et la satisfaction d'avoir fait du travail désintéressé et simplement un acte d'amour. Le législateur doit apprendre à parler avec le peuple et comme le peuple, pour fondre parmi le peuple. Ainsi, il pourra être mieux accepté par le peuple comme ce genre d'être humain juste dont la société a réellement besoin. Alors nous continuons avec Jean-Jacques Rousseau. Notre philosophe dit que les lois devraient être adaptées en fonction des peuples, des territoires, de la situation locale de ses habitants, comme disait Montesquieu. Alors avant de passer au type de gouvernement et sa forme, rappelons que Rousseau nous dit que plus une société est peuplée et grande de superficie, bien sûr, plus il serait difficile d'établir un lien social entre les êtres humains. D'où, pour Rousseau, un petit État est proportionnellement plus fort qu'un grand. Non seulement le gouvernement a moins de force et de sérénité pour faire appliquer les lois, corriger les abus et prévenir les actions délictives, mais aussi le peuple a moins d'affection pour ses gouvernants, qui ne voient jamais avec les autres concitoyens aussi. Alors, nous avons dit qu'on ne peut pas transférer la volonté et qu'on ne peut non plus renoncer à elle. On ne peut non plus la diviser. La volonté doit être une et générale. Sans doute, le pouvoir fait appliquer les lois,
et administrer les ressources de la nation et ne peut être transféré. C'est ainsi qu'on arrive à un acte important dans le contrat social. Il s'agit du gouvernement. Alors, parlons du gouvernement, peu importe qu'il soit une monarchie ou une aristocratie ou une démocratie, le droit et la forme de gouverner est décidé par le peuple. Dans ce sens, le pouvoir ne peut être exercé que par un corps politique bien déterminé. Si le rôle du peuple est d'exprimer sa volonté à travers les urnes, en général, celui du gouvernement est uniquement de l'exécuter et de faire que les individus et particuliers obéissent dans l'appareil de l'État. Le gouvernement détient le pouvoir exécutif et le peuple détient le pouvoir législatif. Jean-Jacques Rousseau nie qu'il existe une forme de gouvernement idéal à appliquer à toutes les nations dans toutes les circonstances. Alors, sur les différentes formes de gouvernement, Rousseau distingue trois formes de gouvernement. Rousseau parle de la démocratie, l'aristocratie et la monarchie. Et il dit, la taille de la nation nous dira quelle est la forme de gouvernement plus adéquat pour elle. Alors, les gouvernements démocratiques sont adéquats pour les petits États. Les gouvernements aristocratiques pour les États moyens. Et les gouvernements monarchiques pour les États plus grands. Pour Rousseau, la démocratie n'a jamais existé et n'existera jamais. Déjà, c'est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit nombre soit gouverné. Pour Rousseau, il existe trois formes d'aristocratie. La naturelle, l'élective et l'héréditaire. La première est seulement adéquate pour les petits États simples. La troisième est la pire de tous les gouvernements. La seconde est la meilleure. C'est l'aristocratie proprement dite. Alors nous voyons que pour Rousseau, la monarchie convient aux États plus grands. Plus l'administration publique est grande, plus diminue la relation du prince avec les sujets. Et l'État manque d'union, d'où la nécessité des ordres intermédiaires, comme la noblesse. En fait, Rousseau nous dit que toute forme de gouvernement a une tendance naturelle à la dégénération. C'est le processus naturel des choses, pareil comme les hommes naissent et meurent. La mort d'un gouvernement surgit quand les volontés particulières substituent la volonté générale. Et tout ceci peut conduire à l'anarchie, à l'oligarchie ou à la tyrannie. À l'anarchie, quand chaque individu prend son chemin. À l'oligarchie, quand la volonté des plus riches prédomine. À la tyrannie, quand la volonté privée d'un divise le gouvernement. De là, il n'est plus que question de temps pour qu'arrive l'inévitable final. Alors, mes chers auditeurs, pour conclure la vidéo d'aujourd'hui sur le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, nous voyons que, peu importe que le gouvernement ait le pouvoir d'appliquer la loi et peut punir ceux qui refusent de se conformer, ceci ne signifie pas
qu'il a le droit d'exercer un pouvoir arbitraire sur le peuple et d'outrepasser sa souveraineté. Le peuple, comme souverain, peut limiter, modifier ou récupérer le pouvoir exécutif à tout moment. La souveraineté du peuple est inaliénable. Personne ne peut l'enlever, ni un roi ou un président. Le peuple a le dernier mot sur son destin. Ceci nous enseigne le grand sens de responsabilité que doit porter toute et chacune des personnes que forme la société. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas de laisser en commentaire vos différentes opinions. Surtout, un petit pouce bleu, un like, commentez et partagez la vidéo. Encore une fois de plus, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.